Alors, on va parler de ce discours de Vladimir Poutine au Kremlin ce matin. Ça a duré quelques heures, comme à son habitude. Bonjour Pierre Lerin. Bonjour. Donc spécialiste de la Russie. On va balayer tous les sujets, puisque c'est vrai que les temps sont durs pour la Russie en ce moment, ou en tout cas préoccupants. Il y a le dossier ukrainien, il y a le gaz, les deux sont liés, le Mistral, le rouble également, le pétrole. On va peut-être écouter d'abord ce qu'a dit Vladimir Poutine au sujet de l'Occident. Les sanctions n'étaient pas qu'une réaction nerveuse des États-Unis ou de leurs alliés. Même sans les événements en Crimée ou en Ukraine, ils auraient inventé autre chose pour freiner les opportunités croissantes de la Russie. Dès que la Russie devient trop forte, indépendante, ils nous ressortent ces mêmes procédés. Il n'y a aucun doute que les États-Unis auraient adoré voir, comme en ex-Yougoslavie, la chute et le démembrement de la Russie, avec toutes les conséquences tragiques que cela aurait impliqué pour les peuples de la Russie. Ça n'arrivera pas, nous ne le permettrons pas. Ces sanctions, en gros, ce qu'il dit, c'est que ces sanctions étaient un prétexte, le dossier de la Crimée était un prétexte à des sanctions. La Russie souffre de ces sanctions malgré tout. C'est compliqué, oui, notamment sûr. pour le rouble en ce moment. C'est surtout compliqué dans la mesure où il y a ce que les Russes appellent un effet boomerang, qui est un double effet boomerang. Parce que les premières sanctions ont été évidemment suivies de sanctions en sens contraire sur les produits alimentaires de Russie, qui font souffrir nos agriculteurs, qui cherchent des débouchés. Je parle nos agriculteurs, les agriculteurs européens, mais particulièrement français. Et dans le même temps, la Russie, elle a besoin effectivement de faire rentrer des produits alimentaires. Il faut qu'elle les importe, parfois de très loin, ce qui crée effectivement des tensions. Et puis à cela s'ajoute le plus important, ce sont les sanctions bancaires qui bloquent les investissements en Russie. Et ça, à plus long terme, c'est beaucoup plus embêtant que les sanctions sectorielles, même si les entreprises sont touchées de part et d'autre. Ça touche les Européens comme les Russes. Il abandonne, Vladimir Poutine, le fameux South Stream. C'était ce gazoduc bis qui devait contourner l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il l'abandonne ? Il l'abandonne parce que les Occidentaux, visiblement, n'en veulent pas. Ou du moins, il faisait beaucoup d'efforts pour mettre les bâtons dans les roues de sa construction, en particulier en Bulgarie. À un moment, la Russie considère que ça suffit, qu'il y en a assez. South Stream, c'était très intéressant pour la Russie parce qu'elle permettait de diversifier les routes gazières vers l'Europe, en particulier de supprimer l'effet possible de retention du gaz par l'Ukraine. Ça, c'était le point important. En revanche, il était mis en œuvre dans le but d'augmenter les flux de gaz vers l'Ukraine. Maintenant, si l'Europe considère qu'elle a suffisamment de gaz et qu'elle n'en veut plus, eh bien, dernièrement, la Russie a conclu avec la Chine un contrat gazier qui, normalement, devait être de 78 milliards de mètres cubes par an, mais la Russie n'a conclu que pour 36, c'est-à-dire la moitié, 36 milliards, en pensant que l'Europe pourrait bénéficier du reste. Maintenant, si l'Europe n'en veut pas, les Chinois en veulent. Ce que vous dites, c'est que c'est une façon pour lui de mettre la pression à l'Europe, en fait ? Vous dites que finalement, sur ce dossier-là, il est en position de force ? D'une certaine manière, oui. Même celui que l'on présente comme l'opposant numéro un, qui est l'ancien oligarque qui a passé beaucoup de temps en prison, Mikhail Khodorkovsky, dit qu'à part Gazprom, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour l'Europe. Parce que le gaz de schiste américain, à condition qu'avec les prix actuels du pétrole, les extractions demeurent rentables, il n'arrivera pas en Europe avant 2020. Le gaz du Qatar, ok, d'accord, mais là aussi, les flux, d'une part, sont tendus, et puis d'autre part, la distance est beaucoup plus grande. C'est quand même compliqué, malgré tout, dans les relations entre la Russie et l'Occident, parce qu'évidemment, après, on parlera de la Chine, parce qu'il se tourne effectivement vers la Chine, mais on ne peut pas nier que c'est quand même extrêmement tendu sur le dossier du gaz, sur le dossier du pétrole, sur la faiblesse du rouble. Bien sûr. C'est très compliqué quand même pour l'économie. Très compliqué pour Poutine. Actuellement, c'est une situation qui est très compliquée. Mais elle n'est pas compliquée seulement pour Poutine, elle est également compliquée pour les Européens, dans la mesure où l'on se rend compte aujourd'hui que les sanctions ne pénalisent pratiquement pas les États-Unis, alors qu'elles pénalisent beaucoup l'Union européenne. Et vous avez beaucoup de dirigeants européens qui essayent de trouver des solutions
pour renouer le dialogue avec Moscou, non seulement sur le plan des sanctions, mais également pour essayer de trouver une solution à la crise d'Ukraine. Le dossier du Mistral, c'est un gros dossier pour lui ou pas? Parce qu'on sait qu'en France, ça l'est. En France, c'est un gros dossier. En Russie, c'est beaucoup moins angoissant, disons, pour le Kremlin, parce que tout simplement, depuis longtemps, le complexe militaro-industriel russe ne voulait pas de ces bateaux. Pourquoi ne voulait-il pas de ces bateaux? Tout simplement parce que le complexe militaro-industriel disait « nous pouvons les construire », ce qui est vrai, à moindre coût, ce qui est faux, et ça va mettre autant de temps, ce qui est faux également. Mais il y avait une possibilité de continuer à construire des navires avec l'argent qui a été investi dans ces Mistral. Or, aujourd'hui, que disent les Russes? C'est que soit nous leur livrons les Mistral, il n'y a aucun problème, soit on ne les livre pas, et donc ils vont réclamer l'argent qui a déjà été versé, plus des pénalités. Et ces pénalités, elles vont aller où? À la construction, de nouveaux bateaux en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est perdant-perdant, mais pour la Russie, c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est ça. Alors, on se souvient tous de ces images du G20 il y a quelques jours maintenant. On a beaucoup entendu dire retour de la guerre froide. Est-ce qu'on en est à ce point-là dans les relations entre l'Europe, les États-Unis et la Russie? Je crois qu'il y a eu un effet de perspective, tout simplement parce que le gouvernement australien est très remonté contre la Russie. Oui. Donc il y a eu, ils ont fait monter la sauce, avec la complicité d'ailleurs de Cameron, qui est également le Premier ministre britannique, qui est également très anti-russe aujourd'hui. En revanche, les Occidentaux étaient, à part Angela Merkel, qui semble avoir été déçue par Poutine pour des raisons que l'on ne s'explique pas, parce que la position de Poutine n'a pas changé depuis 6 mois. Donc pourquoi avant elle n'était pas si déçue que ça, et puis ensuite elle est déçue, on n'a pas l'explication, mais peu importe. En tout cas, actuellement en Allemagne, il y a un grand débat entre Angela Merkel, qui est dans une position très dure à l'égard de la Russie, et son ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, qui, lui, est dans une position plus conciliante, comme la haute responsable pour la politique extérieure européenne, l'italienne Mogherini, qui est sur la même longueur d'onde que Steinmeier. Donc on voit se dessiner en Europe 2 lignes, l'une conciliante et l'autre toujours un peu rigide. Ouais. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci de venir nous expliquer tout ça. Un nouveau journal dans une seconde, restez avec nous.